Prenez le large avec la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole. Bonjour à tous, dans votre magazine, nous avons durant cette saison fait de belles rencontres, découvert des endroits surprenants. Je vais vous inviter pour cette émission spéciale à plonger ou à vous replonger dans notre univers avec une sélection des meilleurs moments de Prenons le large. Regardez. Alors puisqu'on parle de météo, aujourd'hui c'est grand soleil. Vous allez rester avec nous pendant toute l'émission. Dans Prenons le large, on va découvrir des métiers, mais aussi des lieux. Et je vais vous embarquer, puisque nous sommes non loin, on est sur le Vieux-Port, non loin de l'embarcadère, des navettes qui vont dans les calanques. On va partir vers le Frioul, à la découverte de lieux insolites. Je vous embarque ? Allez, on met les voiles, c'est parti. Marseille, son littoral, ses îles, ses calanques, mais également des endroits insolites qu'aujourd'hui, avec Prenons le large, nous allons vous faire découvrir. Alors c'est Frédéric qui sera notre guide durant cette journée. Frédéric, c'est un passionné de la mer, un amateur, un amoureux de l'environnement et de la nature. Nous allons maintenant embarquer à bord du Zodiac à la découverte de grottes et de piscines naturelles qui font votre littoral. Bonjour Frédéric. Bonjour Xavier. Enchanté de vous connaître. Enchanté de même. Alors on va partir aujourd'hui à la découverte de lieux insolites dans les calanques et aux îles du Frioul. J'ai connu ces endroits parce que ça fait pas mal d'années que je navigue sur Marseille. Je naviguais avec mon père sur Marseille aussi. J'ai toujours été sur l'eau et de bouche à oreille, on a des petites infos, des vieux marins, des gens des anciens quoi, clairement. On va commencer par une première piscine qui est située sur l'archipel d'îles du Frioul. C'est une piscine assez spéciale parce que ça fait vraiment un bassin qui est fermé, on ne peut même pas y rentrer en bateau et vous verrez c'est un endroit vraiment magique. Alors c'est ce que l'on voit souvent dans les images lorsqu'on part sur les îles à l'autre bout du monde et puis en fait l'autre bout du monde c'est un peu Marseille puisque là on va partir donc au Frioul. On y va ? C'est parti. On te laisse nous guider ? Allez, avec plaisir. Allez, c'est parti. Merci. Les îles du Frioul sont situées à seulement 2000 nautiques du Vieux-Port. Elles offrent un panorama superbe sur Marseille. L'archipel est constitué des îles Ratonneau et Pomègue qui sont reliées entre elles par une digue. Dépourvues d'arbres, elles recèlent de très nombreuses criques où un bleu de rêve contraste avec les roches calcaires blanches. Voilà, nous arrivons au Frioul. Alors on est dans quelle partie de l'île du Frioul ? Alors ça je peux pas vous dire. Secret bien gardé, hein ? Secret bien gardé. Exactement. Moi, je suis en train de découvrir un endroit féerique, ça je peux le dire, alors connu que de quelques Marseillais. C'est une piscine naturelle en plein milieu des rochers. Moi, j'ai bien envie d'y aller, d'aller me baigner directement. On y va ? Tu m'y emmènes ? Allez, on y va tout Allez. de suite. Secrètement cachée du regard, la piscine naturelle dans laquelle nous nous trouvons est entourée de mini-falaises aux formes arrondies. Créé au fil du temps par l'érosion de la roche calcaire, ce site naturel est doté d'une eau cristalline et limpide. Et cela fait toute la richesse d'une rencontre entre la terre et la mer.
Alors là, nous sommes en face des calanques de Marseille, à côté de l'île de Plane. On a traversé toute la rade et nous partons découvrir ensemble, hein, puisque c'est la première fois que tu viens ici, donc une autre piscine naturelle. Exactement, c'est une piscine dont j'ai entendu parler assez récemment, que je n'ai pas encore découvert, donc on va la découvrir ensemble. Et donc elle est située sur l'île de Plane. Alors le côté surprenant un petit peu de cette piscine, c'est qu'en fait on va passer sous une arche qui va donner accès, je dirais, à un bassin à l'intérieur de l'île. La piscine où nous sommes maintenant est située dans un endroit caché de l'île Plane. Quand on dit Plane, on a tout dit sur cette île. Elle est plate. Son point le plus haut culmine à 22 mètres au-dessus du niveau de Mare Nostrum, et encore. Mais ce grand caillou tout plat, habité par de nombreux volatiles, renferme de nombreux endroits superbes. Dame Nature est belle. Nous partons maintenant dans les Calanques découvrir la grotte bleue. Cette cavité souterraine dans laquelle nous pénétrons a une surface d'environ 60 mètres de long et 25 mètres de large. L'éclat bleu de la grotte est dû à la lumière naturelle qui pénètre dans l'eau et se réfracte sur les parois. D'abord, est-ce que vous aimez les coquillages? J'adore les coquillages. Ben, ça tombe bien, puisque nous allons manger des huîtres, nous allons partir dans le bassin de Thau, nous allons rencontrer Brice. Brice, il est ostréiculteur, c'est le métier que l'on va découvrir aujourd'hui dans Prenons le large, les ostréiculteurs du bassin de Thau. On regarde. C'est au petit matin que nous retrouvons Brice Saragosa, conchiliculteur à Metz. Depuis près de 20 ans, il élève des huîtres et des moules sur l'étang de Thau. Avec lui, nous allons suivre le cheminement de ces fruits de mer, car avant de les trouver dans votre assiette, tout démarre dans les parcs constitués de tables. Mais qu'est-ce qu'une table en ostréiculture? Alors une table est composée de 10 carrés. Donc le carré c'est 5 par 5 mètres. Donc il y a 2 fois 10 carrés, donc ça fait 20 carrés. On met à peu près entre 1000 et 1200 fils par table. Voilà. Un fil équivaut à peu près à 10 kg d'huîtres marchandes. Donc ça fait à peu près du 3 à 4 kg quand on les colle. Et quand on les tire, ça fait 10 kg à peu près à la vente. Comme nous le montre Brice, les huîtres sont collées par 3 sur un fil avec du ciment. Les fils font 1,70 m, ce qui représente environ 15 kg d'huîtres. Mais compte tenu de la mortalité, seulement 8 à 10 kg sont récoltés sur chaque fil. La mortalité des huîtres est causée par des virus marins ou bien par des dorades qui mangent les essaims. Allez, on va voir les moules. Non loin des carrés d'huîtres, les parcs à moules situés plus au large. La moule est élevée en eau profonde, là où la température est plus fraîche, car lorsque l'eau atteint 28 ou 29 degrés, la moule n'est plus oxygénée et meurt. Comme pour les huîtres, les moules grandissent sur des cordes. Au bout de 8 mois, les moules ont atteint leur maturité.
Après les avoir ramassés, direction le cabanon où les huîtres et les moules vont être traitées. On a des filets qu'on met en bout, donc ça fait des boudins, donc des boudins de 5 mètres de moule. Les moules sont mises dans une décocheuse, une machine composée de brosses servant à séparer les moules des filets. Elles arrivent ensuite sur les grilles, nettoyées et calibrées. Les plus petites passeront entre les tiges et seront remises à la mer. Celles qui arriveront au bout du tapis seront aptes à la consommation. Une fois le tri effectué, les poches d'huîtres et de moules sont remises à l'eau pour quelques jours afin qu'elles se revigorent. Mais que deviennent les eaux usées ? Voilà, nous avons des pompes, une en bas pour les moules, une en haut pour les huîtres. C'est une aspiration qui se fait en bout de passerelle, de l'eau salée. Toutes les eaux usées repartent à l'étang, mais nettoyées. Et l'eau repart donc à la mer propre. Voilà. On revient en bateau sur le wagonnet qui revient ici. On vide les poubelles d'huîtres séparées de leurs cordes dans le tapis. Donc c'est ça, voilà. Là on a vraiment que des huîtres sales, plus avec les cordes. Ça monte, ça tombe dans un laveur qu'on appelle un laveur tournant qui arrive sur la table. Voilà, là les huîtres sont lavées. Et là bien sûr on a les ouvrières qui les détroquent avec un couteau à détroquer qu'on appelle. Voilà, qui les séparent une à une, qui enlèvent le ciment et qui les calibrent et qui les remettent à des poches. Les poches, étiquetées d'un numéro sanitaire, recueillent les huîtres et les moules calibrées. Plus le numéro est petit, plus l'huître est grosse. Donc numéro 1, on va dire qu'il y a à peu près 6 huîtres au kilo. La numéro 2, il y a à peu près 10 bêtes au kilo. La numéro 3, à peu près 12 au kilo. Et la numéro 4, entre 16 et 18 au kilo. Voilà, il faut savoir que le produit le plus vendu, bien sûr, c'est la numéro 3. Voilà, comme ceci. Voilà, là, c'est ni écœurant, ni trop gros, ni trop petit. Après leur dernier séjour dans le bassin, les moules et les huîtres seront ensuite de nouveau nettoyés, puis emballés dans des caisses et expédiés ou vendus à l'étalage. On les retrouve par exemple ici, à la halle de Lunel. Sandrine, la femme de Brice, assure la vente directe aux consommateurs. Pourquoi vous les tapez? Je les tape tout simplement parce qu'elles ont été au lait, donc elles ont été laiteuses, donc il y en a certaines qui s'ouvrent et qui meurent. Donc voilà. Donc pour éviter qu'elles ne soient creuses et qu'elles pourrissent, eh bien on vérifie toujours 2 fois. Voilà. Emballer, c'est peser. Huîtres et moules n'ont plus qu'à être enfin dégustés. On parlera un petit peu de ce que vous faites, de vos actions à travers ce magazine, mais dans Prenons le large, on a pour l'habitude de découvrir des sites. On va partir dans le Var. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller sur l'île de Porquerolles? Oui, 1 ou 2 fois. Écoutez, je vais vous emmener avec moi, je vais vous emmener avec moi. Tout de suite, la découverte de l'île de Porquerolles, un écrin de verdure dans le Var. On regarde. Nous avons rendez-vous ce matin au port de la Nielle, situé dans la presqu'île de Gien, pour nous rendre sur l'île de Porquerolles. C'est la plus grande et la plus occidentale des 3 îles d'Hyères. Elle forme un arc orienté au bord découpé de 7 km de long sur 3 de large. Son pourtour est d'une trentaine de kilomètres. C'est resté un endroit très préservé, même si 1 million de touristes la visitent chaque année.
Le parc national de Porquerolles gère 75% de l'île depuis 1971, ce qui en fait l'un des endroits les plus authentiques de la Méditerranée. Le petit village de Porquerolles a donné son nom à l'île tout entière et a été bâti par l'administration militaire à partir de 1820. Derrière les bateaux amarrés à quai, les premières habitations apparaissent, entourées d'une généreuse végétation. C'est ici que Nicolas Girardin, chargé de mission au parc national de Porquerolles, nous a donné rendez-vous pour nous présenter son île. L'île de Porquerolles est tournée vers le continent. On voit qu'elle est ouverte, un peu comme deux bras tendus, entre sa pointe est et sa pointe ouest. Et elle est orientée vers le nord, c'est-à-dire que l'ensemble des plages sont sur la côte nord, en face du continent, donc en vis-à-vis du continent. La côte sud est plutôt constituée de falaises. Et donc la richesse de cette île, c'est d'offrir ces deux types de paysages, ces grandes plages de sable blanc. De l'est à l'ouest, c'est la plage de Notre-Dame, la plage de la Courtade, la plage d'Argent, on l'a bien nommée, et puis les plages du Langoustier. C'est par la mer que nous vous emmenons découvrir une partie du littoral de l'île. Située sur le même parallèle que le Cap Corse, elle jouit donc des mêmes privilèges climatiques. Un ensoleillement presque quotidien de plus de 300 jours de soleil par an, des hivers assez doux et des étés chauds délicieusement rafraîchis par l'air marin. Au nord, 3 superbes plages offrent sable fin, rivage en pente douce et mer d'une pureté exceptionnelle. Au sud, les falaises tombent à pic dans la mer. C'est un relief escarpé où se succèdent calanques, pointes, gorges, caps et petits monts. On ne peut être qu'admiratif devant ces contrastes de couleurs et la qualité de l'environnement. Nous passons d'une eau turquoise au bleu Méditerranée, de plages paradisiaques aux criques plus intimes. Porquerolles est une invitation à la douceur de vivre. Je dirais que la vie sur une île, c'est une vie un peu comme sur un bateau. Les gens sont un peu coupés du continent. On dit souvent d'ailleurs que l'île de Porquerolles, c'est l'outre-mer à portée de la main. La difficulté, c'est de s'adapter finalement à un mode de vie qui limite bien sûr un certain nombre de possibilités, mais c'est savoir se satisfaire de ce que l'île vous offre en termes de paysage, en termes de moments, en termes de qualité d'environnement. Le territoire révèle à la fois une richesse biologique particulière, c'est un hotspot de biodiversité. Et puis finalement, ce territoire, il a quelque chose de magique parce qu'il résulte de deux histoires parallèles qui s'entrecroisent, que sont l'histoire naturelle, qui a décidé de la présence d'espèces ici, de ce qui constitue le paysage, entrecroisée avec l'histoire humaine, puisqu'on retrouve des traces d'occupation 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc c'est une île qui aujourd'hui a une dominante naturelle, mais qui a été largement façonnée par l'action de l'homme, et continue d'ailleurs de l'être, puisque c'est une communauté de 350 personnes qui vivent à l'année sur l'île, avec une école, avec une poste, avec des commerçants. Donc c'est une micro-société insulaire. L'île de Porquerolles et les îles d'Hyères d'une manière générale se dégustent du bout des yeux, du bout du nez aussi, parce que ce ne sont pas des îles qui se révèlent, ce sont des îles qu'il faut découvrir. Mais pour celui qui prend le temps de l'écoute, le temps de la patience, le temps de l'attention,
Ce sont des îles qui ont 1001 histoires à raconter, aussi bien du point de vue de l'évolution naturelle que de l'histoire de l'homme sur ce territoire. Et au fond, les îles, c'est une formidable machine à rêver. Notre escapade dans Prenons le large nous emmène en Islande, située en plein milieu de l'océan Atlantique. C'est un pays de mer, de terre, de feu et de glace. Regardez derrière moi, nous sommes sur le 2e plus grand glacier d'Europe et c'est de là que nous allons commencer notre promenade. Venez, je vais vous y emmener en motoneige. Venez avec moi, c'est parti pour l'aventure. A tout de suite. Avec ses longues étendues de neige, le glacier de Langjökull que nous traversons fait une superficie de 953 km². La glace en Islande couvre 11% de la surface terrestre de l'île. La République d'Islande, terre de glace, est un État insulaire situé entre le Groenland et l'Écosse. Elle se trouve sur la dorsale séparant les plaques tectoniques eurasiennes et nord-américaines. Il y a dans le pays environ 32 zones volcaniques. Ici, la terre vit et nous parle. Fumerolles, Solfatars sont les témoins d'une riche activité souterraine. Certains sites, comme Grand Jaïzir, offrent aux visiteurs un spectacle naturel unique. Non loin de là coule la plus grande cascade d'Europe, les majestueuses chutes de Gullfoss, déversant une eau provenant tout droit des glaciers alentours. L'Islande possède la plus faible densité d'Europe, avec 3 habitants par kilomètre carré. 320 000 personnes vivent sur l'île, principalement constituée de déserts inhabitables, où il n'est pas rare néanmoins de croiser des chevaux. On en dénombre près de 50 000. C'est dans le parc naturel de Thingvellir, situé au centre de l'Islande, que se trouve le siège du plus ancien Parlement européen. À côté de cette immense vallée, nous pouvons traverser à pied la faille sismique séparant les plaques eurasiennes et nord-américaines. La capitale et plus grande ville du pays est Reykjavik. Avec ses 200 000 habitants, elle concentre les 2/3 de la population. Les principales sources de revenus en Islande sont la pêche et le tourisme. D'ailleurs, le Blue Lagoon, son étrange atmosphère, ses eaux chaudes, reste une des principales attractions. Pays de contraste, où la glace côtoie le feu,
où l'homme apprivoise les éléments, l'Islande nous offre ce voyage si cher à Jules Verne, une immersion au centre de la Terre. C'est la fin de ce numéro. Merci à tous de votre fidélité. On va remercier également l'équipe technique. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle saison de Prenons le large.